Bonjour à tous, bienvenue. Alors je ne suis pas Gaël Caillot, que vous attendiez peut-être. Je le remplace aujourd'hui. C'est le directeur de la division renouvelable chez Louis Dreyfus Armateur. Et je suis moi en charge, Charles de Préménil, en charge du développement commercial et de la stratégie pour cette division renouvelable chez Louis Dreyfus Armateur. Et je vais vous présenter aujourd'hui, en quelques mots, notre analyse et nos réflexions sur comment construire une filière stratégique française dans l'offshore wind, dans l'éolien offshore, et en particulier en lien avec les activités que nous pouvons couvrir relativement large dans cette industrie de l'éolien offshore. Donc, en quelques mots, LDA, nous sommes donc un armateur français, société familiale. Nous opérons des bateaux depuis un peu plus d'un siècle, avec aujourd'hui 2600 employés à peu près, un peu partout dans le monde, dont une grosse partie d'officiers français. On a un peu plus de 500 officiers français à bord de nos bateaux. Et donc parmi ces bateaux, donc environ 125 bateaux dans la flotte, dont notamment des bateaux dédiés à la maintenance notamment des champs d'éoliennes offshore en Europe aujourd'hui. Donc très rapidement, en quelques mots, nous avons une activité historique qui était le transport de vrac sec, qui a été cédé en fin d'année dernière pour pouvoir nous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, des activités industrielles, avec trois principales divisions au sein de Louis Dreyfus Armateur. D'abord la pose de câbles télécom. Nous opérons aujourd'hui une douzaine de câbliers, à la fois des câbliers de pose et de maintenance de câbles télécom, notamment pour ASN. Ensuite, une activité de transport et logistique, avec une activité assez emblématique avec Airbus, pour qui nous travaillons depuis plus d'une vingtaine d'années pour le transport de pièces de fuselage d'A320, A380 historiquement, et puis maintenant d'autres tailles d'avions. Et évidemment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la division renouvelable, avec trois principales activités dans cette division renouvelable. Notre cœur d'activité qui est notre activité armatoriale, avec les opérations de SOV et de CTV, les sujets de pose de câbles sous-marins, et donc tout ce qui est en lien avec les travaux sous-marins, avec une filiale qui s'appelle Travocéan, qui a été en charge notamment de l'installation des câbles interéoliens sur Saint-Nazaire et qui va réaliser le même type d'opération sur Noirmoutier à partir de l'année prochaine. Et également une activité de service avec Open Air et Plein Air, qui sont deux plus petites sociétés de services qui ont été rachetées il y a quelques années par Louis Dreyfus Armateur et intégrées au groupe de façon à pouvoir projeter ses compétences offshore, en particulier des sujets d'inspection réglementaire, d'inspection et de qualité. Donc la question aujourd'hui, c'est comment construire cette filière française. Donc vous connaissez tous plus ou moins les ambitions de la France dans le développement de l'éolien offshore, notamment avec le discours de Belfort l'année dernière réalisé par Macron, avec cette ambition de construire à peu près 40 gigawatts d'ici 2050 d'éolien offshore, ce qui représentera une cinquantaine de champs, à minima 40 gigawatts, et une ambition maintenant fixée à 18 gigawatts d'ici 2035, sachant que cette industrie va être clé, va être complémentaire de l'industrie nucléaire, et on va y revenir, mais il y aura également une forme de compétition entre les deux, pour les ressources par exemple, et donc sur lequel il faudra que l'éolien offshore puisse se positionner pour être capable de délivrer ces 40 gigawatts que l'on souhaite avoir mis en œuvre et exploitables d'ici 2050. Donc la France reste un pays qu'on peut qualifier de emerging dans ce milieu de l'éolien offshore quand on compare avec nos voisins européens. Donc le premier champ a été installé l'année dernière à Saint-Nazaire et donc on bénéficie, et c'est un des points forts de la France, d'arguments forts pour permettre le développement de cette filière, en particulier un potentiel en termes de façade maritime qui est très important, avec plusieurs façades maritimes
qui chacune ont leur spécificité, mais en tout cas un espace et des qualités de vent qui permettent d'envisager ce développement très important. Une base installée en termes de compétences qui est également déjà présente, notamment via l'éolien onshore, qui représente déjà plusieurs dizaines de milliers d'emplois en France, et également via l'industrie de l'oil and gas, qui, même si elle n'est absolument pas présente en France, et ça c'est plutôt une faiblesse, contrairement à un certain nombre de voisins européens qui ont développé une filière de l'offshore oil and gas depuis des décennies. C'est quelque chose qui n'a pas eu lieu en France parce que la ressource n'était pas là. Et ce qui explique aussi, d'une certaine façon, le retard que l'on peut avoir par rapport à nos voisins. Mais malgré ça, on a notamment une capacité d'ingénierie qui existe et qui va être une vraie force pour le développement de cet éolien offshore. Et enfin, un soutien politique important, notamment depuis quelques années, et qui permet d'envisager cette ambition et la réalisation de cette ambition. Et puis je citerai en dernier lieu, plutôt dans les faiblesses, le fait qu'il y ait assez peu de chantiers navals aujourd'hui en France et de capacités, notamment en termes de steelwork. On a des capacités pour tout ce qui est lié au béton qui sont importantes, mais comparé à un certain nombre de voisins européens, c'est beaucoup moins le cas sur le steelwork. Donc, je vais essayer de mettre en avant quelques points clés, quelques drivers qui, selon nous, vont permettre justement l'essor de cette filière. Le premier, ça va être évidemment d'adapter le cadre réglementaire. Comme je le disais juste avant, on a une industrie offshore qui aujourd'hui est inexistante, qui commence tout juste à exister en France, et donc une nécessaire adaptation, voire même la création de nouveaux cadres réglementaires pour que cette industrie puisse effectivement se développer. Donc ça a été un obstacle au développement de la filière sur ces dernières années. Et donc on voit bien, on constate que comparé à nos voisins européens, Royaume-Uni et Allemagne en premier lieu, où l'industrie offshore était déjà très implantée, évidemment ça a facilité l'émergence de l'éolien offshore. Par ailleurs, on constate qu'un certain nombre de décisions ont été prises depuis quelques années. On peut citer les lois ESOC, ASAP, APER qui ont été votées ces dernières années, qui progressivement facilitent et incitent à plus de développement dans l'éolien offshore, notamment. Même si c'est pour le renouvelable de façon plus large, l'éolien offshore est particulièrement promu. Et sur les aspects plutôt liés au maritime, on peut citer également le dispositif de l'état d'accueil qui a été réaffirmé pour pouvoir favoriser la flotte française. La mise en place également d'un cadre social pour pouvoir gérer les techniciens offshore, puisque c'est une activité également nouvelle en France. Et enfin, l'adaptation également des règles qui régissent pour le coup la construction des navires, en particulier la division 222, division 215, qui ont un impact non négligeable sur les CTV en particulier, sur lesquels je vais revenir juste après. Et enfin, un des points clés selon nous, c'est aussi de réussir à donner de la visibilité aux différents acteurs de la filière. C'est vrai pour tous les acteurs, c'est particulièrement vrai pour les armateurs. Construire un bateau, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui nécessite du coup un engagement dans la durée. Une des faiblesses peut être liée au fait que l'activité ralentisse à certains moments. Et c'est typiquement, quand on regarde ce deuxième pilier qui est faire en sorte d'avoir les bons actifs pour pouvoir réaliser cette ambition. Ici, je prends l'exemple particulier des CTV, puisque aujourd'hui, dans les phases d'ONM notamment, et même de construction, ça reste le type de navire le plus utilisé. Si on regarde ici sur le graphique qui est en haut à gauche, ça représente le nombre de CTV qui étaient utilisés en parallèle sur les différents champs l'année dernière, les champs en construction. Donc Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Fécamp. Et ce qu'on constate, c'est que au cours de l'année, il y a une forte variabilité du besoin. Et évidemment, les navires travaillent le plus pendant la période estivale, où les conditions de mer sont les plus adaptées à la réalisation de ce type de travaux. Et en moyenne,
on a un besoin qui est de l'ordre d'une quinzaine de bateaux sur l'ensemble de l'année, mais avec un pic très important qui est supérieur à 25 CTV qui travaillaient en même temps sur ces différents champs l'année dernière. Là où la flotte française, qui est en partie constituée de navires de seconde main qui ont été récupérés de mer du Nord, est de l'ordre d'une dizaine de bateaux. Et donc ce qu'on voit, c'est que la France a eu besoin, entre guillemets, d'importer, de faire venir de mer du Nord un nombre important de bateaux, qui évidemment n'étaient pas des bateaux sous pavillon français. Donc on a un niveau de compétition qui est très fort, avec toute cette flotte qui existe depuis déjà plus de 10 ans en mer du Nord, et qui par ailleurs n'a pas à utiliser, enfin, qui n'utilise pas le même cadre réglementaire, puisque chaque pavillon impose plus ou moins de contraintes. Et en l'occurrence, quand on veut travailler en France sur des contrats long terme, on a besoin, enfin, on est obligé d'utiliser un pavillon français, ce que l'on fait avec nos bateaux. Mais dans des phases de construction, on se rend compte que c'est une faiblesse, puisque ça impose des contraintes supplémentaires, des coûts supplémentaires, et donc un niveau de compétitivité qui est en décalage avec des acteurs de mer du Nord. Sur ce deuxième graphique ici, ce qu'on constate, et encore une fois ça reste notre analyse assez high level et tout à fait contestable et discutable, mais on entrevoit un creux d'activité dans les années 2027, 28, 29, entre les appels d'offres qui ont déjà été initiés et dont la construction commence à être planifiée de façon un peu précise, et tous les appels d'offres à venir pour lesquels on anticipe une construction quelque peu retardée. Et donc ça, c'est évidemment un gros risque si jamais on est dans un marché fermé dans lequel les bateaux sont construits de façon spécifique pour ce marché, ce qui nécessite du coup de pouvoir se battre à armes égales avec nos voisins et de pouvoir ensuite également nous exporter et aller travailler avec les bateaux qui auront été construits pour réaliser ces premiers champs sur tous les autres champs qui vont être construits en mer du Nord, puisque cette ambition elle est évidemment française, mais elle est européenne, et on a tous en tête les différentes annonces de l'Europe, de l'Angleterre, etc. Donc ça nécessite de pouvoir se battre sur un pied d'égalité avec nos concurrents en mer du Nord pour pouvoir adresser l'ensemble du marché européen et donc d'être compétitif sur ce marché, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas avec notamment le cadre réglementaire que j'ai cité précédemment. Un autre pilier essentiel, c'est celui de l'emploi. On constate aujourd'hui, à la fois chez les marins, c'est également vrai sur les sujets de techniciens offshore, une vraie difficulté à recruter et ensuite à conserver les compétences. Une grosse tension donc, sur le marché, ce qui ne nous permet pas aujourd'hui de répondre à l'ensemble des besoins des clients. Ce qui explique, entre autres, le fait qu'on soit obligé d'aller chercher du coup les compétences existantes dans d'autres pays d'Europe où l'industrie est déjà bien implantée. Donc ce qu'on constate, encore une fois pour prendre l'exemple un peu spécifique à la fois des techniciens de maintenance offshore et des marins qui vont opérer typiquement sur les CTV, c'est un besoin qui va exploser d'ici les 10 prochaines années, et en parallèle des capacités de formation pour ces différentes catégories et ces différentes compétences qui est encore largement insuffisant, qu'il faut réussir à développer. Donc ça, on va parler typiquement de BTS, maintenance des systèmes éoliens pour les techniciens offshore, et pour les marins, de différents types de brevets, sachant que donc des captains 200 ou 500 UMS selon la taille du bateau, des chefs 750 ou 3000, pareil selon la puissance du bateau, et puis des matelots. Et par ailleurs, même quand un marin obtient son diplôme, enfin, est formé, ensuite il lui faut un certain temps pour pouvoir valider les temps à bord. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite un investissement important de la part de l'amateur pour lui faire
prendre ces personnes à bord et ensuite leur permettre, in fine, d'avoir le brevet et d'être efficace, de pouvoir être effectivement utilisé comme étant une position sur le bateau et pas seulement un coût supplémentaire de formation. Un autre aspect sur lequel on pense que un autre aspect clé pour nous est le fait de s'appuyer sur un certain nombre de sociétés existantes. On peut citer quelques beaux exemples de sociétés qui sont associées, par exemple, avec des sociétés étrangères ayant l'expérience. Je pense particulièrement à TSM, qui s'est associée avec WinCat pour finalement créer une entité qui aujourd'hui est très présente sur le marché et avec un niveau de qualité qui est celui qu'on pourrait attendre. Un autre exemple est celui de Travocéan, qui est allé pas par pas, qui a d'abord réalisé des projets d'installation ou d'ensuillage de câbles en contrat de service, pour pouvoir ensuite se projeter, en l'occurrence en France, en prenant des contrats en EPCI, donc en montant d'un cran dans la chaîne de valeur, et finalement être capable de réaliser en 2021-2022 l'installation des câbles sur Saint-Nazaire et de réaliser le même genre de choses l'année prochaine et dans 2 ans sur Noirmoutier. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'il faut réussir à développer et essayer d'accompagner ces sociétés. Il y a des compétences en France et une façon de le faire, c'est de les impliquer le plus tôt possible dans les projets pour leur laisser l'opportunité de répondre et d'avoir une chance de gagner des appels d'offres qui sont ensuite lancés, leur laisser l'occasion de s'adapter et in fine, ça demande à la fois de la part des clients de les inclure dès le début, également d'adapter le cadre contractuel. C'est clair que ce type d'entreprise de taille moyenne qui tendent à s'exporter, à s'ouvrir à l'international et à grandir, ne vont pas être en mesure de prendre des contrats complets, clés en main, sur l'ensemble du champ. Et donc, si on part sur ce type de schéma contractuel, c'est clairement quelque chose qui va favoriser plutôt des très gros acteurs déjà présents sur le marché, plutôt que des acteurs qui souhaitent se développer, qui ont des compétences, et qui ne vont pas être en mesure de prendre ce type de risque. Et à l'inverse, il faut également que ces sociétés soient capables de monter en puissance et de changer un peu leur état d'esprit et leur façon de fonctionner pour se mettre au niveau des acteurs qu'ils vont avoir en phase 2, et en particulier les développeurs. Pour finir, je vais parler également de l'innovation. Ça nous semble être un point essentiel. On a tous en tête la pression qu'il y a à décarboner cette industrie de l'éolien offshore pour la rendre cohérente. Et en particulier dans les phases de maintenance, d'opération et maintenance des champs. Pour y arriver, il est nécessaire pour nous de mettre en place des éléments plus contraignants dans les appels d'offres auprès des développeurs sur les émissions et de mettre des critères dans les appels d'offres. Aujourd'hui, la flotte existante est quasi exclusivement composée de navires avec des propulsions conventionnelles au diesel. Et on voit seulement émerger quelques navires hybrides et éventuellement quelques prototypes ou des projets de navires. Et donc pour réussir à stimuler cette innovation, il s'agit de mettre en place un cadre qui permet un partage des risques entre d'un côté l'armateur qui va développer un nouveau design, ensuite le faire construire et l'opérer, et les opérateurs que ce soit les turbiniers d'ailleurs ou les développeurs de champs, de façon à ce que le risque soit mesuré et correctement partagé entre les différents acteurs. Sachant qu'on on fait face à un certain nombre d'incertitudes, réglementaires notamment, qui vont également nécessiter des adaptations. Dans les quelques solutions qui émergent, on peut citer des CTV électriques par exemple, full électrique, des CTV hydrogène ou méthanol, et également des CTV en full foiler, donc qui en atteignant une vitesse suffisante, peuvent sortir entre guillemets complètement de l'eau et donc réduire le niveau d'énergie nécessaire pour parcourir une distance donnée.
Alors, en conclusion, rapidement, ce qui nous semble vraiment essentiel, c'est de maintenir le rythme. On a vu l'impact que pouvaient avoir des baisses de rythme, des baisses de rythme dans la réalisation des différents chants, d'adapter autant que possible le cadre réglementaire et de voir un peu ce que font nos voisins européens pour essayer de jouer dans un cadre qui serait un cadre européen et pas seulement un cadre français, de développer les capacités de formation pour être capable de fournir toute la main-d'œuvre, sachant qu'on va avoir une compétition, je le disais tout à l'heure, avec le nucléaire, sur lequel le programme de nouvelle construction va être également très important et avec certaines compétences qui vont être en commun. Ça va être moins le cas pour les marins, mais pour d'autres compétences, ça va être le cas. Et réussir à raisonner à l'échelle de l'ensemble du pays et pas seulement par région, et faire en sorte que les différentes régions puissent coopérer, fonctionner et travailler ensemble de façon à avoir une vue cohérente sur l'ensemble du territoire. Et dernier élément vraiment important pour nous, si on veut pouvoir effectivement développer l'innovation et développer des navires verts, il faut inclure autant que possible des quotas, ou en tout cas inclure ce critère de CO2 de façon très claire dans les appels d'offres. Voilà, merci beaucoup et je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez. Yeah.